Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision de thermodynamique. Donc une vidéo où on va s'intéresser au cours de la diffusion thermique, en fait à un sujet décrit qui applique le cours de la diffusion thermique. C'est la partie A du sujet E3A MP 2014. Et c'est vraiment un exemple intéressant puisqu'il reprend plusieurs démonstrations du cours et il va nous permettre de gagner en recul sur ce cours. Et en plus, il s'intéresse à un contexte intéressant qui est l'utilisation de chauffage solaire. Donc on va présenter le contexte et donc comment dimensionner une installation de chauffage solaire. Donc on va résoudre l'exercice. Donc d'abord, il faudra que vous le cherchiez. Donc vous pouvez le télécharger et traiter la partie A. On va présenter le contexte en donnant quelques ordres de grandeur associés à ces technologies, et on va ensuite rentrer dans le détail de la résolution. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est de chauffer un bâtiment, et c'est intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur sur l'énergie qu'on utilise. Donc ici, vous avez un diagramme intéressant qui est fait par l'association Négawatt sur la consommation d'énergie en France en l'année 2015. Alors, ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est d'une part la colonne de gauche qui vous donne d'où vient l'énergie que nous utilisons en France, et la colonne de droite, c'est à quoi elle sert, donc les usages. Et donc, on voit par exemple qu'en 2015, en France, nous avons consommé 1830 TWh d'énergie, et que parmi ces 1830 TWh, eh bien, la moitié a servi en fait à produire de la chaleur. Une autre partie sert pour la mobilité, et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle les usages spécifiques de l'électricité. Eh bien, c'est l'électricité utilisée pour autre chose que la chaleur et la mobilité. Alors nous, on s'intéresse ici à la chaleur, et on voit que c'est donc un poste de dépense énergétique extrêmement important, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette partie. D'autant plus que si on regarde d'où vient la production de chaleur en France, eh bien, une partie non négligeable vient de l'utilisation du gaz, ainsi que de l'utilisation d'autres énergies fossiles, comme les combustibles liquides, carburants, et les combustibles solides. Et toutes... Alors, donc ça, c'est une grosse partie de la fabrication de chaleur en France. Il y a aussi une partie de la fabrication de chaleur qui est d'origine électrique, et qui, elle, vient donc essentiellement du nucléaire. Mais la majorité de la production de chaleur vient des énergies fossiles, et ça, eh bien, vous savez que les énergies fossiles, quand on les utilise, souvent ça mène à une combustion qui rejette du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et que, eh bien, en tant que de gaz à effet de serre, ça participe du réchauffement climatique. Et dans une volonté de limiter ce réchauffement climatique, il convient de limiter le recours aux énergies fossiles, et donc d'essayer de trouver des alternatives au chauffage par énergie fossile. Donc, les alternatives sont de deux sortes. Hein. Soit les alternatives peu carbonées sont le nucléaire ou les énergies renouvelables, et le chauffe-eau solaire, eh bien, c'est un exemple d'énergie renouvelable puisqu'il va utiliser la puissance que nous fournit le soleil pour chauffer une habitation ou pour produire de l'eau chaude. Donc c'est ce qu'on va étudier maintenant. Alors il y a une troisième possibilité, hein, donc soit faire de la chaleur avec du nucléaire, soit faire de la chaleur avec des énergies renouvelables. Une troisième possibilité, c'est de consommer moins de chaleur. Donc soit, eh bien, en isolant mieux les habitations dans lesquelles nous vivons, ou aussi tout simplement en acceptant peut-être des températures plus fraîches. Bon, après voilà, et peut-être qu'il faut tout faire en même temps. Mais ici, on s'intéresse à une solution à base d'énergie renouvelable. Alors, quelle est cette solution? C'est la solution du chauffe-eau solaire. Donc, imaginons que vous ayez chez vous un ballon d'eau chaude et que vous vous chauffiez au gaz. Vous avez une chaudière au gaz, donc pour vous chauffer, aussi bien pour fabriquer l'eau chaude qui vous sert à vous laver, donc ce qu'on va appeler l'eau chaude sanitaire, que l'eau qui circule dans vos radiateurs pour vous chauffer, vous utilisez une combustion du gaz. Et vous décidez eh bien, de diminuer votre consommation de gaz en installant sur le toit un panneau. Alors pas un panneau photovoltaïque, mais un panneau dans lequel circule un fluide. Vous voyez, vous avez un fluide qui circule comme ça, et qui va ressortir plus chaud qu'il n'est rentré. Pourquoi? Parce que le soleil extérieur fournit de la puissance au panneau, et ça va se traduire en une augmentation de température du fluide. Et ce que vous décidez de faire, c'est que ce fluide, une fois qu'il est réchauffé, vous allez le faire passer dans un échangeur dans votre ballon d'eau chaude, avant de le renvoyer sur le toit, et ce qui fait que la chaleur
qu'on a capté du rayonnement solaire va permettre de chauffer l'eau dans le ballon d'eau chaude et donc de consommer moins de gaz qui servait avant à chauffer le ballon d'eau chaude. Alors, c'est quelque chose de très pratique et ça peut nous servir pour fabriquer de l'eau chaude pour prendre des douches. Donc pour l'eau chaude sanitaire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En revanche, pour l'eau chaude qui permet le chauffage des bâtiments, c'est un petit peu plus compliqué, puisque ce système-là qu'on étudie marche mieux l'été que l'hiver. C'est évident, puisque la puissance qu'on peut extraire du soleil va être plus grande l'été. Or, on a besoin de se chauffer davantage l'hiver que l'été. Donc on voit que le besoin ne fluctue pas de la même manière que la ressource. Et c'est tout un problème des énergies renouvelables, c'est le fait qu'on ne pilote pas la production énergétique. C'est-à-dire que le soleil est là, la puissance qu'on peut récupérer du soleil fluctue, mais c'est pas nous qui choisissons la fluctuation. Donc on a quelque chose d'intermittent et de fluctuant. Et donc c'est pourquoi utiliser ce système que je présente ici pour du chauffage intérieur, ça peut marcher, ça marche, mais c'est moins efficace. Une solution qui est proposée, qu'on rencontre souvent, c'est de... Alors je vais faire un petit schéma un peu simplifié. C'est de compléter notre installation. C'est de se dire, bon, c'est dommage, on a une installation intéressante. Est-ce que je pourrais pas l'améliorer? Eh bien, plutôt que de retourner tout de suite dans le panneau, on va aller stocker la chaleur qu'on accumulerait par exemple en été. Si en été, vous avez votre panneau qui chauffe énormément votre eau, mais vous n'avez pas besoin de cette eau chaude, eh bien vous allez stocker dans de l'eau souterraine, dans ce qu'on appelle un aquifère. Donc c'est une structure géologique, enfin c'est une structure du sous-sol, pardon, qui permet le stockage d'eau. Dans un aquifère en profondeur, vous allez aller stocker la chaleur excédentaire de l'été dans de l'eau dans le sous-sol, dans un aquifère, et l'hiver, quand vous aurez besoin de cette chaleur pour vous chauffer et que le panneau solaire ne fournira pas toute la chaleur nécessaire pour votre chauffage, vous allez aller la récupérer. Et donc vous voyez ici une bonne idée où on couple un stockage local dans l'aquifère à une énergie renouvelable et qui permet en fait de compenser la fluctuation de production énergétique associée à l'énergie renouvelable. Alors là j'ai fait un schéma très simplifié, il y a davantage d'échangeurs, on le verra après, mais c'est pour l'idée. Deuxième chose que je voulais signaler, l'aquifère on va chercher à le dimensionner dans l'exercice, c'est-à-dire de trouver la taille de l'aquifère qui fait qu'il est capable de stocker la chaleur. S'il est trop petit, peut-être que il ne sera pas capable de stocker la chaleur accumulée pendant l'été pour l'hiver, et donc il ne remplira pas son rôle, donc on va apprendre dans l'exercice à le dimensionner. On va voir que c'est quand même des volumes importants, et donc ça nécessite des travaux d'aménagement qui sont beaucoup plus importants que simplement poser un panneau sur un toit. Et donc, en général, ces technologies d'aquifère, on ne va pas les utiliser pour une maison individuelle. On va les utiliser pour un immeuble, où il y a beaucoup de logements à chauffer, ou pour un quartier. Où comme ça on va pouvoir mutualiser en quelque sorte le réseau de chauffage, et là ça justifie les investissements nécessaires à faire l'aquifère et ça rend la technologie intéressante. Donc si vous voulez plus d'informations sur le développement du solaire thermique, je vous conseille la vidéo du réveilleur sur sa chaîne YouTube. Elle est vraiment bien faite et elle vous donne un panel complet de ce qui existe actuellement, du développement de ces technologies et des avantages et des inconvénients. Donc ça, je ne vais pas plus loin là-dessus. Et maintenant, on va passer directement à la résolution de l'exercice. Et donc là, on voit le système qui est proposé dans le sujet E3A. Donc en fait, vous n'avez pas un aquifère, mais deux aquifères, un froid et un chaud. Et vous voyez l'été, faites circuler, vous allez chercher de l'eau froide qui peut permettre en plus de faire une climatisation dans un bâtiment. Vous la chauffez par la route et l'excès de chaleur, vous le stockez dans un aquifère chaud. Alors vous voyez ici le panneau solaire n'est pas sur le toit d'une maison, il est sous la chaussée de la route, mais c'est le même principe. L'hiver, eh bien, vous récupérez la chaleur stockée dans l'aquifère chaud et vous allez, grâce à l'échangeur ici, chauffer le bâtiment. Et puis bon, on passe toujours sous la route pour revenir à l'aquifère froid. Donc vous voyez l'énergie qu'on a stockée dans l'aquifère chaud ici, l'été, elle est restituée l'hiver pour chauffer le bâtiment. C'est vraiment la même idée que ce que nous avons vu. Et à quoi s'intéresse l'exercice dans la partie A? Elle s'intéresse à l'aquifère chaud et de se dire comment je dois le dimensionner pour qu'il soit capable de conserver la chaleur qu'il a emmagasinée tout l'hiver.
Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser. Donc on vous décrit ici la situation étudiée. Et comme toujours, quand vous avez un énoncé de concours, vous lisez attentivement et vous faites un schéma en prenant des notes de ce que l'énoncé vous dit. Par exemple, ici, on vous dit que l'aquifère, donc c'est une sphère. On vous appelle RA, le rayon de cette sphère. Elle est constituée d'eau. Donc je vais la colorier. Donc c'est de l'eau. C'est à une température qu'on appelle TE, la température de l'eau. Et le sol, donc tout ça c'est sous le sol, et le sol à une distance lointaine, il est à TS qui vaut 16 degrés. Et donc forcément, donc là voilà vous avez l'eau comme ça, ce qui va se passer, c'est que comme TE, si c'est l'aquifère chaud, il va être supérieur à 16 degrés, je crois que c'était autour de 26 degrés, il va y avoir de la déperdition de chaleur de l'aquifère vers le sol. Il va y avoir un flux de chaleur de l'aquifère vers le sol, ce qui fait que ça va refroidir l'aquifère. C'est tout ça qu'on va essayer de caractériser dans cet exercice. Alors, pourquoi il va y avoir un flux de chaleur? Puisque ici, la terre que vous avez autour de l'aquifère, elle a une certaine conductivité thermique, lambda terre, et donc la chaleur circule dans la terre. Donc vous voyez ici, on est en géométrie sphérique, c'est-à-dire que on va faire l'hypothèse que le sol ici est suffisamment lointain pour considérer le système invariant par rotation. Et donc, quand on se place en un point M quelconque, qui est à une distance R de O, le centre de l'aquifère, alors je pourrais définir un repère ER, Eθ, Eφ, comme ça, et par invariance du système par rotation d'angle θ et φ, eh bien on s'aperçoit que la température ne dépend que de R. Donc ça c'est ce qui était donné par l'énoncé, et puis on se place dans cette première partie en hypothèse de régime permanent. Donc la température n'est que une fonction de la variable R, et on nous demande comme il y a une diffusion thermique dans la Terre, de trouver l'expression du vecteur densité de flux thermique, JQ, au niveau du point M. Et bien quand on a un système qui est soumis à la diffusion thermique, on sait que d'après la loi de Fourier, JQ s'exprime moins lambda de la Terre gradient de la température, et comme T ne dépend que de R, le gradient de température dans ce cas-là se simplifie comme étant la dérivée de la température par rapport à R portée par le vecteur ER. Donc ça c'était la question A1 avec l'expression du vecteur JQ grâce à la loi de Fourier. Alors oui, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire tout de suite. Prenez donc l'énoncé et cherchez-le avant de regarder la correction, d'accord? Il y a les questions A1 à A4 qui forment un bloc, et ensuite on va corriger de A5 à A8 qui forment un deuxième bloc. Donc vous pouvez par exemple les traiter par morceaux, mais en tout cas cherchez l'exercice avant de regarder la correction, sinon c'est pas complètement profitable. Donc voilà ce que nous avons, JQ. Et bien maintenant, on nous demande d'en déduire le flux thermique qui va traverser. Donc vous voyez ce flux thermique que j'ai dessiné tout à l'heure, pardon. Il est comme ça, mais il va aussi traverser un peu plus loin la Terre. Il traverse... voilà, on a quelque chose qui a géométrie sphérique. Donc on va s'intéresser au flux thermique qui va traverser une sphère de rayon R. Voilà, celle qui passe par le point M. Ici, une sphère quelconque de rayon R. On va chercher l'expression de ce flux thermique. Et bien par définition, le flux thermique, donc on est dans la question A2, le flux thermique c'est l'intégrale de JQ sur la sphère de rayon R. Donc je vais juste écrire, il faut toujours préciser la surface d'intégration, mais là je vais juste mettre les pointillés pour bien se référer aux pointillés que j'avais dessinés juste avant. Et donc que sait-on? On sait que JQ, c'est moins lambda terre dt sur dr ER, et ds, ds c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface d'intégration, qui lui-même est porté par ER. Ce vecteur est porté par ER, vous voyez ici, je peux l'écrire DSER. Donc mon intégrale, ER scalaire ER vont se simplifier pour donner 1, et donc je vais avoir intégrale de moins lambda terre, dt sur dr, delta S. Il est intéressant de voir que t n'est qu'une fonction de R, donc ce terme-là ne dépend que de la variable R. Or, on intègre sur une surface, qui est une sphère, pour laquelle R ne varie pas. Donc ce terme ne varie pas sur la surface d'intégration. Donc je peux le sortir. Donc tout ça à l'écrit, il faut le rédiger proprement. Donc invariant sur surface d'intégration à R constant.
puisque c'est une fonction de R uniquement. À R constant, donc je peux le sortir, et finalement il reste uniquement phi égale moins lambda terre dt sur dr, fois la somme sur la surface d'intégration des petits éléments de surface, mais donc ça va donner la surface totale d'intégration, et comme on intègre sur une sphère de rayon R, c'est 4pi petit r au carré. Donc voici l'expression du flux. Alors a priori, il semble dépendre de la variable R, et pourtant la question suivante nous demande de démontrer qu'il ne dépend pas de la variable R. Alors, analysons un petit peu la situation. Ça veut dire que là, je redessine l'aquifère central de température TE, et puis je dessine ici une sphère à la distance R, parcourue par le flux qu'on vient de calculer, hein, qui est phi de R. Et en fait, on nous demande de montrer que phi ne dépend pas de R, c'est-à-dire quel que soit le rayon de la sphère que je prends, on trouve la même chose. Alors on va essayer de faire varier un petit peu R et on va regarder ce qui se passe. Donc par exemple, je vais prendre R plus dr. Je fais varier un petit peu R, de telle sorte que je considère désormais une sphère de rayon R plus dr. A priori, elle est donc traversée par le flux phi de R plus dr. Et l'énoncé nous demande de nous démontrer que le flux de R plus dr est égal au flux de R, en quelque sorte. Eh bien, quand on a dessiné ce schéma-là, on se dit, bah oui, là on a un système infinitésimal finalement qui est compris entre les sphères de rayon R et R plus dr. Je cherche à relier les flux qu'il reçoit. Peut-être que ces flux sont liés à de la chaleur que reçoit le système, donc je pourrais appliquer un premier principe sur ce système afin de relier les flux. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va appliquer un premier principe de la thermodynamique. Alors quand vous appliquez un premier principe, il faut toujours dire deux choses. Sur quel système et entre quels instants. Donc là, c'est sur le volume compris, donc le volume de terre compris entre les sphères de rayon R et R plus dr. Et entre quels instants, donc sur et entre, ça c'est vraiment très important au niveau de la rédaction, entre eh bien, deux instants très proches, qu'on va appeler T et T plus dt. De plus, on se place en régime établi, en régime permanent, comme nous le dit l'énoncé. Donc on va voir ça, donc je colorie juste le système sur lequel on applique le premier principe de la thermodynamique, pour que tout le monde voit bien. Donc, ce système est infinitésimal. J'appelle donc, c'est-à-dire qu'il a un volume qui est infinitésimal. J'appelle delta U son énergie interne. Comme l'énergie interne c'est une fonction extensive, comme le volume du système est très petit, l'énergie interne aussi est elle-même très petite, d'où le petit delta qui signifie petite quantité. Et donc, ça c'est l'énergie interne de mon système, et le premier principe caractérise la variation D de l'énergie interne de mon système, donc D de delta U, donc petit d parce que c'est une variation qui est très petite, puisqu'elle est entre T et T plus dt. Donc variation infinitésimale de la petite énergie du système, égale la chaleur reçue par le système, plus le travail reçu par le système. Alors, le système subit une transformation isochore, a priori, il ne va pas changer de volume, donc transformation isochore, ça va faire un travail reçu par le système qui est nul. Et ici, on est en régime permanent, donc on va avoir une variation d'énergie interne qui est nulle, puisqu'en régime permanent, l'énergie interne est la même à tout instant, vu qu'on est dans un régime établi, et donc elle ne varie pas. Ce qui fait qu'on se retrouve finalement avec 0 égale le transfert thermique total reçu par le système, et notre système colorié, où est-ce qu'il reçoit du transfert thermique? Eh bien, il reçoit un transfert thermique en R, que je note delta Q en R, et il y a un transfert thermique qui sort en R plus dr, donc je note delta Q en R plus dr. Autrement dit, je peux écrire, en prenant en compte le transfert thermique qui rentre et celui qui sort, delta Q de R moins delta Q de R plus dr, mais les transferts thermiques delta Q sont directement liés au flux par phi de R moins phi de R plus dr fois le temps, puisque le flux c'est le transfert thermique reçu par unité de temps. Et quand j'ai ça, je peux directement appliquer la formule de Taylor et m'apercevoir que là j'ai moins d phi sur dr dt, et donc ça implique directement que d phi sur dr égale 0, et donc phi égale constante qui ne dépend pas de R. Donc on a répondu à la question de l'énoncé, de montrer que le flux en fait ne dépend pas de R. Alors ça c'est un résultat classique en fait de diffusion thermique en régime permanent, et en absence de source interne, que le flux finalement est le même, quelle que soit la surface que vous considérez qui est traversée par le flux. C'est dû au fait qu'il n'y a pas d'accumulation d'énergie en régime établi.
Mais on l'a ici redémontré. Et donc on va nous demander de calculer ce flux. Donc ça c'est la dernière question. Donc, et c'est tout l'intérêt, puisque regardez, on avait la boule ici à TE, l'aquifère, pardon, l'aquifère à TE, donc plein d'eau. La Terre très lointaine est à TS. Et donc on a un flux qui traverse n'importe quelle surface de rayon R, comme ça. Alors il traverse en particulier la surface de rayon RA, donc il est là aussi ce flux. Hein. C'est bien le flux qui sort de l'aquifère et c'est celui qui nous intéresse. Et on va chercher son expression. Alors, on sait que phi égale constante, mais on a aussi démontré que phi, c'était moins lambda de la Terre, ça c'était la question de 2, gradient donc dt sur dr fois 4pi r carré. Donc vous voyez, on a deux expressions. Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est l'évolution de la température en fonction de R. Ben justement, regardez, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je vais séparer les variables. Je vais mettre dt d'un côté, égale moins phi sur 4pi lambda Terre. Donc ça, c'est une constante, fois dr sur r carré. D'accord? Donc je fais ça parce que comme je ne connais pas l'évolution de la température, mais que je connais juste les températures à deux endroits, la température ici en R égale, je connais la température en R égale RA, et je connais la température très loin, donc là c'est-à-dire R qui tend vers l'infini. Hein. Je connais la température en R égale RA, c'est TE, et je connais la température en R qui tend vers l'infini, c'est TS. Bon, normalement, mon R devrait partir du centre, hein, comme ça, voilà. Donc, eh bien, ce que je vais faire, comme je connais la température entre deux points, je vais intégrer cette relation. Ici, j'ai une constante, d'où l'intérêt d'avoir montré que phi était constant. Et je vais l'intégrer entre R égale RA et R égale l'infini. Donc R égale RA et R qui tend vers l'infini. Donc ici, je vais avoir T quand R tend vers l'infini, donc la limite de T quand R tend vers l'infini, moins T en RA, égale moins phi sur 4pi lambda Terre. Je vais calculer la primitive de 1 sur R2, c'est moins 1 sur R, donc je transforme le moins en plus, et donc j'ai 1 sur R, évalué en RA, et ici évalué en l'infini. Alors T en l'infini, on a vu que c'était TS, moins T en RA, bien c'est TE, c'est la température de l'aquifère, égale phi sur... Alors là, je vais avoir 1 sur l'infini qui veut 0, donc je vais avoir directement le moins 4pi lambda Terre RA. Et regardez, ça c'est intéressant, puisque je peux isoler phi, d'où phi égale 4pi lambda Terre RA, facteur de TE moins TS. Et cette grandeur qui apparaît devant est une constante, donc je l'appelle K. Et ça, c'est l'expression qui était demandée par l'énoncé. Alors on va la commenter un petit peu. Donc je vais redessiner le schéma juste à côté pour commenter. Donc ici, vous avez la Terre qui est à TE, pardon, l'aquifère qui est à TE, et la Terre qui est à TS plus loin. Et bien on voit que plus TE moins TS est grand, plus l'écart de température entre l'aquifère et la Terre est grand, plus vous allez avoir un flux important qui va de l'un vers l'autre. Bon, ça c'est assez cohérent, puisque ça c'est directement une sorte de conséquence du second principe. Hein, plus vous avez une inhomogénéité de température importante, plus vous allez avoir un flux qui va être produit, donc directement par diffusion thermique. Et ce flux sera d'autant plus grand que la Terre sera conductrice, que lambda Terre sera grand. Ça c'est assez cohérent aussi. Hein. Plus la Terre conduit la chaleur, plus la chaleur va s'évacuer. Si vous mettiez un isolant autour de l'aquifère, il n'y aurait aucune chaleur qui s'évacue. Et le flux serait nul. Donc tout ça c'est cohérent. Et donc on a bonne confiance dans notre résultat et on va pouvoir l'utiliser pour la suite. Et donc la suite, à quoi elle s'intéresse? La suite, eh bien, elle s'intéresse au fait que s'il y a un flux thermique qui sort de l'aquifère, sa température au cours du temps va baisser. Et c'est ça qu'on va étudier maintenant. Alors, voyons comment faire ça, et on va montrer que si l'aquifère est suffisamment gros, un rayon suffisamment grand, eh bien, on peut limiter la chute de température pendant l'hiver. Et on va calculer le rayon nécessaire pour cet aquifère pour que la chute de température pendant l'hiver soit inférieure à 1 degré. Donc ça, c'est les 4 questions suivantes qu'on va traiter maintenant. Donc on revient à l'énoncé, et on va passer à la suite. Voilà, la suite qui est ici. Donc, on s'intéresse maintenant aux 6 mois de fonctionnement en mode hiver. Donc on imagine que l'été a eu le temps de réchauffer l'aquifère et d'avoir une température au début de l'hiver qui est de 24 degrés
dans l'aquifère. Et on ne veut pas que pendant l'hiver, la température de l'aquifère diminue de plus de 1 degré. Et donc on va déjà s'intéresser à l'équation différentielle vérifiée par l'aquifère. Donc comme tout le temps, on fait un schéma. Donc là on a la température TE de l'aquifère, on a le flux qui sort, qu'on a déterminé précédemment, et on a la température TS lointaine. Et on s'intéresse à l'évolution de la température de l'aquifère au cours du temps. On connaît la chaleur le flux qui sort de notre système, et bien pour relier des échanges thermiques à des évolutions de température, on utilise toujours le premier principe de la thermodynamique. Qui dit premier principe dit sur et entre, donc sur quel système, entre quels instants. On utilise toujours un système pour lequel la température est uniforme. La température est la même en tout point. Eh bien, ici vous vous intéressez à la température de l'aquifère au cours du temps, c'est la même en tout point, donc on ne va pas commencer à découper l'aquifère entre R et R plus R ou des choses comme ça, puisque la température est uniforme dans l'aquifère. Donc on va prendre, premier principe, sur aquifère. Et entre eux, deux instants très proches, puisqu'on cherche à trouver l'équation différentielle vérifiée par TE, on veut connaître TE pour pouvoir connaître TE à tout instant, et donc il faut balayer tous les instants, et donc on applique le premier principe entre T et T plus dt. Alors, cette fois-ci, donc, D, variation de l'énergie interne de l'aquifère. L'aquifère n'est pas un système infiniment petit, donc son énergie interne c'est U, ce n'est pas delta U. DU égale delta Q plus delta W. Donc delta Q, la chaleur reçue par l'aquifère pendant dt, et delta W, le travail reçu par l'aquifère. De la même manière que tout à l'heure, on suppose une transformation isochore, donc le travail reçu par l'aquifère sera nul, et bien la chaleur reçue par l'aquifère, en fait l'aquifère a plutôt tendance à perdre de la chaleur, donc qui est associée au transfert thermique phi. Et donc on va trouver moins phi dt. Je rappelle, phi c'est le transfert thermique par unité de temps. Donc on multiplie phi par le temps de l'étude, et ici c'est la durée d'étude, c'est dt. Du, l'aquifère est constitué d'eau. C'est donc une phase condensée, et pour une phase condensée on a la propriété que du, ça va être la capacité thermique de l'eau de l'aquifère fois la variation de la température de l'aquifère. Ça c'est une propriété des phases condensées. Pour une phase condensée, je la remets ici, pour une phase condensée, la variation d'énergie interne, c'est directement proportionnel à la variation de température. Et c'est aussi égal à la variation d'enthalpie. Pour une phase condensée, les deux sont confondus. Donc, je peux écrire ça. Il faut maintenant exprimer la capacité thermique de l'eau dans l'aquifère. Et bien, on va pour ça utiliser la capacité massique thermique de l'eau, qu'on va multiplier par la masse d'eau dans l'aquifère. Comme on connaît la masse volumique de l'eau, je l'écris. Il suffit de multiplier par le volume de l'aquifère, qui est 4 tiers de pi RA cube dTE. Voilà. Et ça, c'est moins phi dt, mais phi, on a vu tout à l'heure que c'était une constante K fois TE moins TS dt. Et il ne reste plus qu'à faire passer le dt de l'autre côté, le K de l'autre côté, et regardez ce qu'on va obtenir. On va obtenir ρ de l'eau, alors 4 pi ρ de l'eau C de l'eau RA cube sur 3K dTE sur dt, je divise par dt ensuite, plus TE égale TS. Et on trouve ici une équation différentielle du premier ordre qui va nous permettre de trouver la température TE. Dans cette équation différentielle, on reconnaît ici on reconnaît ici le terme qui est devant dTE sur dt, c'est homogène à un temps, donc on va l'appeler tau, c'est la constante de temps du régime transitoire. Alors on peut simplifier tau, puisque dans K, c'était, je crois, 4pi fois RA fois lambda terre, enfin quelque chose comme ça, donc ça se simplifie en haut et en bas, mais bon, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, ça vous pouvez le faire, ça ne change rien au propos. On va maintenant résoudre l'équation différentielle, donc ça c'est la question suivante, donc c'est-à-dire c'est la question A6. Eh bien, il faut d'abord trouver une solution particulière, et ensuite trouver la solution de l'équation homogène. Alors la solution de l'équation homogène, quand on est sur une équation du premier ordre, c'est toujours la forme a exponentielle moins t sur tau avec a une constante réelle. Et une solution particulière, vous la trouvez, il suffit de trouver une solution, TE, qui vérifie cette équation. Alors souvent on cherche les solutions, on regarde le second membre, on voit ici que le second membre est constant. Donc on va chercher une solution constante. Si on cherche TE part sous la forme d'une constante ici. Et si elle est constante, eh bien dTE part sur dt vaut 0. Et en fait on trouve tout de suite que TE part égale TS.
et donc TE part égale TS. La solution générale de notre équation différentielle, c'est la somme de la solution particulière plus la solution homogène. Donc ça fait TS plus A exponentielle de moins T sur taux. Alors on ne connaît pas A, mais on connaît la valeur de TE à l'instant initial. Or, TE à l'instant initial s'appelle TE0. Donc vous vous souvenez, c'est au début de l'hiver, à la fin de l'été. Et ça vaut TS plus A. Ce qui nous permet directement de trouver A. D'où donc TE de T, c'est ce qui nous est demandé, égale TS plus A, donc c'est-à-dire TE0 moins TS, vu ce que nous venons de trouver, exponentielle de moins T sur taux. Voici la résolution de notre équation. Et juste afin de mieux comprendre ce que nous obtenons, nous allons tracer l'évolution de TE en fonction du temps. Hop. Donc, on regarde pour ça la valeur initiale. Donc en t égale 0, on retrouve TE0, qu'on est ici. On regarde la valeur finale, donc on va faire tendre t vers l'infini. Ben on voit que si t tend vers l'infini, la température de l'aquifère tend vers la température du sol, c'est cohérent, c'est-à-dire que l'aquifère s'est vidé de toute sa chaleur et a rejoint la température du sol, et on sait que pour un système d'ordre 1, voilà, on évolue, je ne l'ai pas très bien dessiné, mais voilà, on a une évolution de cette forme-là qui va voilà, se coller à l'asymptote comme ça, et on sait que si on trace la tangente à l'origine, on regarde quand est-ce qu'elle croise l'asymptote du régime permanent, et on a ici la valeur qui est tau, la constante de temps caractéristique du régime transitoire. Donc si l'hiver dure très longtemps, en tout cas si l'hiver dure une durée TH qui est très grande devant tau, eh bien l'aquifère sera complètement refroidi. Alors, TH, vous ne pouvez pas le modifier, hein, la température de l'hiver, enfin, ici on est dans un modèle où l'été dure 6 mois, l'hiver dure 6 mois, dans cet exercice, donc TH c'est 6 mois, c'est 0,5 années, donc vous ne pouvez pas jouer sur TH, par contre vous pouvez jouer sur tau. Donc l'idée c'est de faire que tau soit suffisamment grand pour qu'en fait tau soit plus grand que TH, donc on serait quelque chose comme ça. Et donc que la température de l'aquifère à la fin de l'hiver est très peu diminuée, de telle sorte qu'elle puisse réaugmenter à l'été prochain, et puis finalement elle oscillerait toujours autour de TE0, et l'aquifère permettrait donc de stocker suffisamment la chaleur. Alors, eh bien, il faut regarder l'expression de tau. Et tau, elle est directement liée au rayon RA de l'aquifère. C'est pour ça qu'on va trouver le rayon RA de l'aquifère qui est nécessaire. Alors, c'est ce que nous demande la suite de l'exercice, donc on va aller regarder directement comment on résout ça. On nous demande de déterminer la condition sur tau pour que la diminution de température, vous voyez, donc la diminution de température, c'est la température au début de l'hiver moins la température à la fin de l'hiver, soit plus petite que 1 degré. Eh bien ça, il suffit de l'écrire et de remplacer TE de TH par l'expression que nous venons de trouver. En remplaçant T par TH, et là, on déroule le calcul, et on trouve que tau doit être supérieur à une certaine grandeur, que j'ai ici représenté avec la flèche. Et comme tau est directement lié à RA, on va trouver que RA lui-même doit être supérieur à une certaine grandeur, et quand on fait l'application numérique, on trouve que tau doit être supérieur à 12 puissance 7 secondes, et ça va nous donner un RA limite autour de 9 mètres, 9-10 mètres. Donc, vous voyez que l'aquifère doit faire une dizaine de mètres de rayon, donc une vingtaine de mètres de diamètre. Il était plongé à 80 mètres sous le sol, donc voilà, ce sont des stockages déjà dans des volumes importants, et c'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas ça à l'échelle d'une maison, mais plutôt d'un quartier ou d'un immeuble. Mais en tout cas, c'est une solution technologique possible, et qui se développe vous voyez, pour donner une réponse en termes de stockage à une énergie intermittente.